Aujourd'hui, le nom LucasArts est surtout associé à deux types de jeux, les aventures graphiques point and click et les jeux vidéo basés sur Star Wars. Mais à ses débuts, lorsqu'il portait encore le nom Lucasfilm Games, le gros succès du studio était une trilogie de simulateurs de combats aériens se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier jeu de cette trilogie voit le jour en 1988 et se nomme Battlehawks 1942. Le jeu propose de se glisser dans la peau d'un pilote américain ou japonais et de revivre 4 grandes batailles de la guerre du Pacifique s'étant déroulées en 1942. La bataille de la mer de Corail en mai, la bataille de Midway en juin, la bataille des Salomon occidentales en août et enfin la bataille des îles Santa Cruz en octobre. Afin de coller au plus près de la réalité historique, l'équipe de développement menée par Larry Holland fit appel au lieutenant-commandeur Richard L.C. Best, qui participa à la bataille de Midway en tant que pilote de bombardier. Le jeu était d'ailleurs vendu avec un épais manuel qui tenait davantage du livre d'histoire, retraçant la guerre du Pacifique en détail. Le réalisme est donc l'un des points forts de Battlehawks 1942 au moment de sa sortie. Les différences entre les 12 avions proposés ne sont pas seulement esthétiques, mais sont reflétées par leur performance en vol. Vitesse, manœuvrabilité, etc. Sur certains types d'avions, il est même possible d'alterner entre le cockpit et le canon arrière. Mieux encore, le comportement de l'intelligence artificielle change selon le type d'avion, obligeant le joueur à adapter sa stratégie. Les avions pouvaient décrocher si le joueur tentait des manœuvres trop acrobatiques, et guerre du Pacifique oblige, les batailles impliquaient souvent des navires de guerre, alliés ou ennemis. Ces navires faisaient en général office d'objectifs à défendre ou couler pour remporter la mission. Néanmoins, Battlehawks cherchait également à proposer une expérience la plus accessible possible, et ce fut sans doute la clé de son succès. Le jeu pouvait être joué au joystick ou à la souris, et les missions commençaient directement en vol, sans passer par des séquences de décollage et d'atterrissage. Du coup, l'expérience proposée lorgnait davantage vers l'arcade que la simulation pure. Le jeu proposait également des graphismes très soignés pour l'époque, avec un moteur basique, mais parvenant néanmoins à donner l'illusion de la 3D. Chris Roberts s'en inspirera d'ailleurs pour créer le moteur de Wing Commander. Enfin, le jeu proposait une fonction permettant d'enregistrer des replays de ses prouesses. Forte du succès de Battlehawks 1942, l'équipe de Larry Holland propose l'année suivante un nouveau simulateur nommé Their Finest Hour, The Battle of Britain. Comme son nom l'indique, le jeu propose de revivre la bataille d'Angleterre et prend désormais place entre 1940 et 1941 de part et d'autre de la Manche, tandis que la Royal Air Force britannique affronte la Luftwaffe allemande. Comme dans son prédécesseur, les deux camps sont jouables, chacun ayant son propre type de mission. Destruction de sites stratégiques pour les nazis, comme par exemple les fameuses installations radar britanniques, et interception d'escadrons ennemis pour la RAF. Si la RAF n'a accès qu'à 2 modèles d'avions, le Spitfire et le Hurricane, il en existe 6 côté allemand, avec par exemple les Messerschmitt Bf-109 et Bf-110, ou encore le Junkers Ju-87 Stuka. Encore une fois, chaque avion a ses forces et ses faiblesses qu'il faudra apprendre à connaître et à maîtriser. Le jeu proposait un mode campagne pour les stratèges en herbe. Le joueur pouvait déployer ses escadrilles sur une carte de la région et assigner à chacune un objectif précis. Le joueur pouvait ensuite jouer l'une de ses missions, sa réussite ou son échec, impactant les résultats des autres groupes d'appareils. Une autre nouveauté de Their Finest Hour par rapport à Battlehawks 1942 est la possibilité d'accélérer le temps afin de ne pas trop s'ennuyer lors des missions de patrouille ou les longs vols au-dessus de la Manche. Très complet, Their Finest Hour rencontrera lui aussi un joli succès et aura même droit à une disquette de missions supplémentaires intitulée Their Finest Missions. Deux ans plus tard, Larry Holland et son équipe réalisent ce qui reste sans aucun doute le jeu le plus célèbre du triptyque, Secret Weapons of the Luftwaffe. Secret Weapons of the Luftwaffe reprend les bases des 2 jeux précédents, mais les enrichit en proposant plus d'appareils à piloter, des missions plus variées et des environnements plus détaillés. Le jeu fourmille de petites touches renforçant l'immersion, comme les impacts de balles qui viennent cribler le cockpit ou le nez de l'appareil qui prend feu. Le joueur pouvait choisir de rejoindre les Alliés, en s'engageant dans la 8e Air Force, ou l'Axe, dans les rangs de la Luftwaffe. Comme le nom du jeu l'indiquait, certaines missions permettaient d'affronter ou de piloter des avions expérimentaux mis au point par les ingénieurs allemands, comme la fameuse aile volante Horten Geo 229 ou l'avion fusée de chasse Messerschmitt Me-163 Comet. Du côté des Alliés, le joueur pourra piloter un P-47, un P-51 ou même un bombardier B-17.
Secret Weapons of the Luftwaffe reprenait également le mode campagne de Their Finest Hour en l'étoffant considérablement, dotant le jeu d'une vraie dimension stratégique. Secret Weapons of the Luftwaffe reste encore aujourd'hui, 25 ans après sa sortie, formidablement fun. Preuve de son succès, Lucasfilm Games sortira de nombreuses disquettes de contenu supplémentaire, chacune proposant un nouvel avion et une série de missions le mettant en scène. Le P-38 Lightning, le P-80 Shooting Star, le HE-162 Volksjäger et le DO-335 Pfeil furent ainsi rajoutés. Le moteur et le gameplay de Secret Weapons of the Luftwaffe serviront de base à la prochaine production de Larry Holland, X-Wing. Mais cette autre série culte a déjà fait l'objet d'un épisode de Retro & Magic. En 2002, Lucasfilm Games, devenu LucasArts, célèbre son 20e anniversaire. Pour marquer le coup, Larry Holland, dont l'équipe a formé le studio Totally Games, met en chantier la suite spirituelle de sa trilogie dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Ce revival sort sur PC, Xbox et PS2 en 2003, juste à temps pour fêter les 15 ans de Battlehawks 1942. Il s'agit de Secret Weapons Over Normandy. Secret Weapons Over Normandy est beaucoup plus orienté arcade que ses prédécesseurs. Il n'y a par exemple plus de vue cockpit, et le rythme des dogfights est effréné. Les éléments de stratégie ont également disparu pour se concentrer sur les combats aériens. Mais si on peut regretter que ce nouveau Secret Weapons ne soit plus qu'un simple jeu d'action, il s'agit d'un excellent jeu d'action, et ce tant en solo qu'en mode multijoueur. En multi, les joueurs ont accès à une grande variété d'appareils anglais, américains, allemands ou japonais, et même un IL-2 Sturmovik soviétique. La campagne solo, en revanche, se déroule uniquement du côté des Alliés. En clin d'œil au tout premier jeu de la série, le joueur y incarne un pilote de l'escadron Battlehawks, dont la mission est de traquer et détruire les armes secrètes de l'Axe. Très vite, les Battlehawks devront également affronter l'escadron Nemesis, l'élite des pilotes nazis, menant le joueur de la mer du Nord à l'océan Pacifique. L'histoire est très prenante et les objectifs très variés, mêlant habilement batailles historiques et événements fictionnels. Si son gameplay manque peut-être d'un peu de subtilité, surtout comparé à un Crimson Skies par exemple, Secret Weapons Over Normandy n'en demeure pas moins un très bon jeu qui a de surcroît très bien vieilli. Les artistes de Totally Games ont eu la bonne idée de donner au paysage un traitement un peu délavé, évoquant une aquarelle ou une vieille photo. Quant à la musique, elle évoque les compositions de John Williams pour la saga Indiana Jones, mais c'est au talentueux Michael Giacchino que l'on doit cette excellente bande-son. Battlehawks 1942, Their Finest Hour et les deux Secret Weapons témoignent du talent de Lucasfilm Games, un studio qui semblait à son âge d'or capable de s'attaquer à n'importe quel type de jeu et en faire un hit. Ces titres restent encore à ce jour des classiques indémodables du jeu vidéo.